Bonjour et bienvenue dans la 2e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, et ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. J'avais envie de leur donner la parole, alors le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie ou la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. On ne le voit pas forcément, mais ça s'entend. Mathieu Salvin à la bougeotte. Il a le Sud dans la voix, dans le cœur et dans le corps. De la Camargue à l'Andalousie jusqu'au Brésil, son 2e pays de cœur, Mathieu nous fait voyager dans cette interview. Au rythme de la samba et de la batucada, j'ai volontairement gardé toute la dynamique de sa voix lorsqu'il s'éloigne et revient au micro, au gré de ses mouvements, tellement il est vivant quand il parle. Photographe autodidacte, il nous raconte comment il s'est assez naturellement spécialisé en architecture et design, voyage et lifestyle. Sur sa bio Instagram, il précise aussi « Comédie humaine photography », parce que finalement, ce qui prime pour Mathieu Salvin, c'est l'humain, l'incarnation et le lien. À travers ses photos, on ressent qu'il est extrêmement précis et à l'écoute. Il comprend immédiatement le lieu et l'intention. Une seule photo et elle est spot on, elle est parfaite. Bon, même si je suis certaine qu'il n'apprécierait pas vraiment cet adjectif un peu trop figé, alors que pour lui tout est en mouvement, on peut toujours progresser et évoluer. À la fin de l'interview, j'ai ajouté un mini bonus, une sorte de question subsidiaire, posée par Alexandra Sénès, une amie de longue date. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ah yes, ça commence, j'adore. Bonjour. Comment vas-tu ? Aujourd'hui, je peux aller que bien parce que déjà, il y a une belle lumière. Ça, c'est vrai. Il fait beau. Ouais. Je viens de rentrer chez moi. Parce que quand on voyage, qu'on bouge, on a besoin de se recentrer chez toi. C'est chez soi d'ailleurs, chez toi, chez soi. Et que ça sent les prémices du printemps et que c'est quand même le meilleur des moments. Je suis bien d'accord. Alors, on est justement chez toi. Merci de m'accueillir ici. C'est un grand appartement blanc, très blanc. J'imagine, c'est marrant parce que quand j'avais interviewé India Madhavi, je lui avais dit tiens, on s'attendrait presque à avoir beaucoup plus de couleurs chez toi, mais finalement c'est plus reposant et j'ai l'impression que pour toi c'est la même chose. Il y a beaucoup d'espace, c'est très agréable. On a en effet ces fenêtres, on est dans le 1er arrondissement de Paris pour rester vague. Et avant de commencer notre discussion, je vais te poser la première question signature de ce podcast par rapport au titre Everything Happens for a Reason. Et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour toi. Que dans toutes ces quêtes, toutes ces envies, tous ces rêves, tous ces fantasmes, surtout cette quête, ces projets qu'on essaye d'avoir dans un monde des fois qui est un peu sinueux, qui est pas si facile. Et bien à un moment donné, les choses qu'on avait le moins prévues arrivent de la meilleure des manières. Et c'est un peu la surprise du chef, quoi. Si on peut dire. C'est un peu le plus beau des rêves arrive sans qu'on l'ait prévu. On l'oublie vite après. On l'oublie vite parce que la vie, le quotidien nous le fait vite. On passe vite à autre chose. Mais en fait, si on regarde bien les choses, les plus belles embellies, elles arrivent finalement. Et il faut être patient, je pense, parce que tu me racontais juste avant qu'on commence l'enregistrement que tu as été au Japon très tard
et que tout le monde te disait mais comment ça se fait que tu n'aies jamais été au Japon, toi, Mathieu Salvin, photographe, architecture, design. Et tu as pris ton temps et tu as finalement un peu laissé l'univers te l'amener, cette opportunité. Non, mais c'est totalement ça, parce que en fait, tout le monde me posait cette question. Tu connais le Japon, tu connais le Japon. Je connaissais rien du Japon. Le Japon que je connaissais, c'était les Japonais, l'immigration japonaise au Brésil. Parce que tu as un lien, voilà, on va en parler, mais tu as un très fort lien avec le Brésil. Voilà. Mais le Japon, qui est quand même aussi une mecque du design, de l'architecture, ou du bon goût presque. Du bon goût, du raffinement. Où, en plus, maintenant, je fais tous les liens entre Perriand, tous les grands modernistes en design. Ils ont pris tellement au Japon. C'est-à-dire qu'on me posait la question de si aller au Japon, et chaque fois, non. Et j'avais fait... bon, on va pas trop dire parce qu'en taxe carbone c'est un peu énervant, mais j'avais fait beaucoup le tour de la planète et jamais le Japon. Et j'avais ce truc en tête qui était il faut garder des moments vierges, il faut garder encore des fantasmes, il faut laisser venir les choses, et puis il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui ont tout vu, tout connu, qui ont réponse à tout. C'est un peu bon, voilà. Donc j'ai laissé l'histoire venir à moi, et il n'y a que 5 ans où dans la même année, bim, je suis allé au Japon pour Tadao Endo. Bim, après, j'ai fait des portraits avec lui, c'était un moment magique. Derrière, je suis reparti au Japon, j'ai fait un très grand voyage pour Issey Miyake. Et l'année d'après, j'y suis allé pour photographier une maison de Sugimoto, et la rencontre était merveilleuse. Et du coup, je me suis dit quand même, c'est une petite leçon de vie de ne pas avoir trop provoqué les choses, même si je suis quand même quelqu'un de très dynamique. Mais là, voilà, j'ai laissé les choses faire. Voilà. Alors donc, tu es photographe et je crois que tu as commencé assez jeune. Et j'aimerais bien un peu comprendre ton parcours, parce que c'est évidemment un peu ça qu'on va voir ensemble, et voir comment tu as grandi, tu as même une équipe. Mais d'abord, comment est-ce que ça a commencé ? Alors moi, je suis quelqu'un de très autodidacte. Voilà. C'est-à-dire que pour la faire courte, je viens de Camargue. Oui. Ma famille est l'élève des taureaux. Oui. Jusqu'à 19-20 ans, je travaillais à cheval avec mon oncle. Et j'étais vraiment une catastrophe. J'écris pas 2 mots de français correctement, par exemple. Et pourtant, j'ai une sœur qui est prof de littérature. C'est elle qui l'a pris, alors, ce talent-là. Voilà, j'avais des parents très intello. Bon, enfin bref, voilà. J'avais un blocage. Bon, bien sûr, un bon dyslexique. Je suis pas le premier ni le dernier. Voilà. Et comme on dit en Camargue, tu as le bac. Et je répondais, en Camargue, il y a un bac qui passe d'une rive à l'autre, et qui s'appelle le bac du sauvage. Et je répondais, oui, j'ai le bac du sauvage. Voilà. Donc, alors après, l'histoire, c'est que alors tout le monde pense que j'ai fait l'école d'Arles. J'ai pas fait l'école d'Arles, je n'avais pas le niveau. Voilà. Par contre, j'ai été alors que les anti-corridas me coupent pas la tête, on parle des années 80. Oui. Voilà. Mes parents avaient des copains photographes. Donc mon père m'a mis à 14 ans assistant d'un photographe de corrida qui s'appelait Robert Ricci à Arles. Et je passais mon temps à lui donner les optiques dans le Calier Rhône à Arles. Et du coup, je suivais toutes les corridas, tout ce truc-là. Bon, en plus, je viens de la culture du taureau. De la culture du taureau camarguais, mais on n'est pas loin. Voilà, la culture du taureau camarguais, tu tues pas la l'animal, bête, mais l'animal, mais la culture, voilà. Donc j'étais là-dedans, et très rapidement,
J'ai fait des photos des courses camarguaises, qui sont des courses où on met un gland entre les deux cornes du taureau. Et il y a des raseteurs qui viennent prendre le gland entre les deux. Voilà, c'est des courses, voilà, et ça fait de mal à personne. Et c'est juste un jeu taurin. Voilà, qui est inscrit dans les traditions camarguaises. Mais en termes de photographie, c'est un énorme exercice parce que Voilà. la course, enfin voilà, la vitesse, course, etc. La dynamique, Et je sais que très gosse, je suis descendu. Mon père avait des places attribuées dans les arènes et j'avais pris le Nikon de mon père et j'étais déjà descendu avant de faire des stages avec Robert Ricci, faire des photos de ça. Voilà. Et puis, je crois qu'à 15 ans, on était en pleine movida dans les années 80 et mon gros rêve, c'était de partir en Andalousie. Et je suis parti en Andalousie. J'ai pris le train un printemps et je suis arrivé à Séville. Je te vois, tu sais, je visualise, tu m'embarques là. Et je suis parti très loin, j'ai fait toute l'Andalousie. J'avais, voilà, et j'ai fait gosse, vraiment gosse, parce qu'en fait, il y avait cette movida qui était incroyable. Je voulais voir les Ce gens courant donc habillés, cinématographique, le flamenco, la danse. Ouais. Bon, après, j'ai bien connu l'Espagne et Alegría de Vivir. Voilà. Mais je suis parti, j'ai fini à Sanlúcar de Barrameda, dans une région dans le sud sud-ouest de l'Andalousie, qui ressemble beaucoup à la Camargue, qui est une région qui est pleine de marécages, où je suis retourné il y a une dizaine d'années pour le Rossio, qui est un très beau, qui est une procession sublime. Voilà. Et je suis allé retravailler à 10 ans. Et voilà. Bon, donc j'ai terminé en Andalousie. J'ai fait des photos. Je suis arrivé. Mais donc des photos de tout ton voyage finalement. De tout mon voyage. Voilà. Je suis allé sonner. Je sais pas ce que je devais avoir une flamme. Oui, tu l'as toujours, monstrueux. Je suis allé sonner chez un des plus grands toreros à Sanlúcar de Barrameda qui s'appelait Paco Ojeda. Voilà. Et je suis allé lui faire des portraits. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Ah, donc tu as commencé par les portraits. J'ai commencé par les portraits, j'ai commencé par les portraits. Après, mes parents étaient un peu désespérés. Ils m'ont mis à Nîmes dans une espèce de truc de cours de photo. Je faisais des stages. Il y a eu, à une époque, à Nîmes, c'était la pleine movida, un garçon qui s'appelait Stéphane Placier et qui redécorait toute la ville de Nîmes. C'était les grandes années Bousquet où Arles, Nîmes était très très lumineux, très festif, très joyeux. Il y avait, bien sûr, il y avait aussi, je vais y arriver, Christian Lacroix qui était dans le coin. C'est ça, voilà. Tu voulais en être, tu voulais participer, tu voulais faire des photos de tout ça. Donc voilà, j'ai travaillé à cette époque-là, j'ai fait plein de jobs et dont aussi bossé avec Stéphane Placier qui redécorait toute la ville de Nîmes pour les férias. Et donc c'est là ton entrée dans le décor. Finalement. Voilà, dans le décor, mais aussi dans le costume, parce que lui, il avait recostumé, il avait fait la pégoulade, qui était une espèce d'ouverture de la feria, où c'était comme une espèce de grande présentation festive de la ville, voilà, et c'était génial parce qu'il y avait tous les archis, il y avait tous les décorateurs, tous les archis, tout le monde. Il y avait à l'époque, c'était la feria de Nîmes, d'Arles, tout le monde y passait. The place to be. The place to be. Et puis je suis monté à Paris, très jeune, très très jeune, trop jeune d'ailleurs. Des fois je me dis mais c'était un peu barjot, mes parents. Tu te dis, mais à 18 ans et demi, je devais bien leur casser la tête un peu quand même, ou être sûr de moi, je sais pas. Ou les trop deux. sûr d'ailleurs. Donc vas-y, la chambre de bonne, vas-y, la copine qui travaillait dans la mode, nanana, qui avait... voilà. Et puis mes parents qui m'ont collé dans un cours de photo pour dire quand même un peu, on va pas le lâcher, on va pas le mettre dans la nature comme ça. Et en fait, j'ai fait un cours de photo avec un type complètement barge. C'était presque plus
de la dynamique de groupe. Ou du coaching, presque. Du coaching. Ouais. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'était pas de la technique, c'était pas du tout de la technique, et peut-être que j'en aurais besoin à l'époque, mais il était là, si vous voulez aller faire de la technique, vous allez prendre 10 jours de cours, ne me cassez pas la tête. Mais on était beaucoup plus dans un truc d'art, d'analyse, voilà, de culture, finalement, de vision, voilà. etc. Ouais. Et puis il s'appelait Henri Coste, il était complètement... C'était un mec génial. Un peu fou, mais qui faisait de la dynamique et tout ça, avec chaque personnage. Tous les lundis, on devait ramener du travail. De toute façon, il mettait bien les gens face à leur mur. Voilà, en gros. Donc, vraiment du coaching. Vraiment du coaching. Et très, très vite, j'étais un pitre assistant, honnêtement. Ouais. C'était pas bon d'être... Quand je vois les assistants... Avec qui que tu je travailles, prends, qui sont toi. formidables, ouais. Qui sont derrière, qui comprennent, qui suivent, qui sont fluides avec toi. Moi, je n'étais pas très... Voilà. Et très vite, j'ai commencé à faire plein de trucs, plein de jobs. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait pas mal de boulot, il faut être honnête. Mais pourquoi ? Je pense parce que vous n'étiez pas très nombreux déjà. On était beaucoup moins nombreux, voilà. parce que là, je n'étais pas encore dans le design, l'archi et tout ça, qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'un portrait, il y avait le sentier. C'est un truc... donc tu as shooté, tu as fait des packshots de mode et tout. Un truc pour L'Oréal. Il y avait toujours un petit job qui faisait que ça, même si c'était pas ton truc absolument, ça te faisait du boulot pour... Des fois, moi, honnêtement, je vois mes assistants qui deviennent photographes ou franchement, qui veulent à l'argentique. Et je me dis, mais comment ils font au niveau de l'argent ? Parce que à l'heure actuelle, les budgets font que s'effondrer, parce qu'il y a une espèce de... C'est en train de s'écrouler ou glisser bizarrement à cause d'Instagram, grâce à Instagram, je sais pas. Mais à l'époque, il y avait toujours un job. Et il y avait toujours, on t'appelait toujours pour un petit truc, ou si tu te démerdais bien, il y avait toujours un boulot. En fait, ça me fait penser, il y a plein de questions évidemment que j'ai envie de te poser, mais je les garde dans la tête, mais notamment... Qu'est-ce qui fait donc que toi, tu as basculé à un moment vers l'archi et le design ? Est-ce que c'était purement par goût ou est-ce que parce que tu as senti qu'il y avait une opportunité justement, purement business, on peut le dire, c'est pas un gros mot. Alors le truc, pas du tout business. Moi, ça a été une histoire vraiment, alors pour le coup, de coup de cœur. Vraiment de coup de cœur. Moi, en fait, je crois que j'ai 21 ans. C'est une histoire de rencontre. Je supportais pas l'hiver. Alors, c'est très... t'es Camarguais, forcément, t'es à Paris. Je supportais pas l'hiver et la grisaille à Paris. L'hiver, franchement, j'avais envie de me pendre. Je comprenais pas cet hiver. Donc, comme par hasard, là, dans ces cas-là, on n'a peur de rien. Voilà. La fougue, t'allais dire. La fougue de quand t'avais un balai. Voilà. Et là, je décide. Il y a une copine de ma mère, du collège en plus de ma mère, du sud de la France, qui s'était mariée avec un juge brésilien, Carioca, de Rio. Donc voilà le Brésil. Voilà le Brésil. Et là, un hiver... février, parce que février, veille de carnaval. Donc le carnaval, février, veille de carnaval. J'arrive chez eux à Copacabana et en plus c'était génial parce qu'ils n'étaient pas jeunes. Et j'arrive le premier soir chez eux. Et ils me disent, on va à un bloco entre 2 rues de Betcavale. Et Betcavale, c'est une des grandes voix de la samba, qui est une de leurs copines. Et je me retrouve direct. Mais dans le chaudron. Je me retrouve début des années 90, fin 90, début des années 90, mais en plein carnaval de Rio. Et là... La chaleur. J'ai des frissons. Voilà, la chaleur, les corps,
les gens de tout âge qui dansent. Les parfums, tout tout. est là. Ouais. Et eux, mais géniaux. Moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Les gens qui ont un certain âge et qui s'éclatent. Je dis toujours, c'est un art de vieillir. Oh, c'est beau. C'est pas l'art de vivre, c'est l'art de vieillir. Voilà, c'est un j'adore. art de vieillir. Et j'y pense tous les jours. C'est presque ton mantra, finalement. Ah, mais oui, parce que la vie est courte, parce qu'il faut en profiter, parce que il y a de la beauté dans vieillir, il y a de la beauté dans ce qu'on est, ce qu'on était et ce qu'on est devenu et ce qu'on a voulu être, et c'est un vrai choix de vie. Et quand je les vois, les deux, les copains de mes parents, en train de s'ember avec leurs pieds, les bras en l'air, la chaleur, me choper des bières, et moi, 20 balais, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le rêve. Voilà, je leur fais, qu'est-ce que ça? Je suis arrivé pour 10 jours, je suis reparti 3 mois après. Évidemment. Voilà. Et donc là, tu as eu une rencontre. Et là, cette histoire, c'est la rencontre du Brésil et c'est la rencontre des corps, de l'hédonisme, de la plage, d'un style de vie. On va pas dire lifestyle parce que maintenant ils me la mettent à tout. J'en fais beaucoup du lifestyle. Bah oui, quand même. Non, mais il y a un vrai style de vie, ça c'est sûr. À Rio, de dégoût, de la nourriture, du sport, parce que le sport c'est. Parce que le corps est vraiment. C'est l'exutoire, la danse, la musique. Je suis tombé fou amoureux de la musique de Caetano Veloso. Ça, c'est devenu l'air, le son, cette voix de miel. C'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment porté très longtemps. Et un jour, je suis à Ipanema, à la plage, et je rencontre Gutu Niemeyer avec sa girlfriend. Et on chatte, et on nana. Et il me dit, Mathieu, à un moment donné, il me dit, Mathieu, tu devrais rencontrer tes photographes, tu devrais rencontrer, mais alors très naturellement, de manière spontanée, rien n'est calculé, rien, autant des fois. Et là, il me dit, tu devrais rencontrer mon grand-père qui est Oscar Niemeyer. Et il me dit, ah, super, pourquoi pas. Il me dit, viens, je t'amène Toi, demain. tu savais pas vraiment qui c'était. Si, parce que je savais. Mais alors, franchement, je savais que c'était un des grands de l'architecture qui avait fait les plus beaux édifices du Brésil, mais Bastacosi. Et pas qu'au Brésil, d'ailleurs. Pas qu'au Brésil, d'ailleurs, mais Bastacosi. Mais à l'époque, on est 90, honnêtement, c'est le grand maître de l'architecture brésilienne, mais on n'en a plus rien à faire au Brésil et même en Europe. Oui, c'est-à-dire que c'était pas une période où il y avait cette starification. De ces métiers. Il avait un peu chopé tout au Brésil. Il y avait même un peu de rancœur de la jeunesse. Genre on n'en peut plus de voir du Niemeyer partout. Okay. Dès qu'il y a un truc au Brésil, un marché public, un machin, tout ça. Il a trust tout. Bon, honnêtement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Il m'amène chez Oscar. Et là, franchement, ça a été la rencontre d'un maître pour moi, parce que il y avait une humanité en lui. Il y avait son grand mantra, Oscar, c'était l'éducation. Et il m'a attrapé, il m'a raconté son architecture avec un feutre. Il m'a tout expliqué. La notion des courbes, la notion du corps des femmes qui l'inspirait, la notion des pains de azúcar qui l'inspirait, toute sa notion de la courbe, le trait qui était différent de celui de Le Corbusier. Donc du coup, j'ai embrassé tout ça. Et à partir de ce moment-là, la curiosité a fait que j'ai attrapé mon appareil photo et que j'ai photographié. Et que chaque fois que j'allais le voir, je lui amenais des photos. Parce que tu étais à l'Argentique, évidemment, toujours. Et il était génial avec moi, il me racontait, et il me dit, Matheus, por favor, il me disait, reste avec moi au déjeuner, reste avec moi avec l'équipe, reste avec moi, on va regarder un match de football, mais qui détestait ça. Je me
topé le match de football, mais en fait, c'était oui. tellement animé, le match de football, que finalement, c'était super. Voilà, et en fait, elle m'a fait voyager partout au Brésil, progressivement. J'ai fait, du coup, un tout petit bouquin avec lui, qu'il a adoré. Je rentre une fois de Brasilia, il était génial parce que il me racontait tout, et j'arrive de Brasilia, je fais j'arrive de Brasilia, j'ai adoré le Parlement, le ceci, le cela, et il me fait imagine Mateus, j'avais pas pensé au parking à l'époque, il y a des bagnoles partout, parce qu'il me parlait. Non mais à l'époque c'était génial quoi. Il te racontait ça, mais voilà, allez hop. C'est vrai qu'il y avait des bagnoles partout dans les plans, tous les trucs là, dans les jardins ou les trucs devant, il y a des bagnoles partout parce qu'il n'y a pas de parking. Et ouais. Voilà. Et puis du fait que on est 90, j'ai pas arrêté de faire des photos. Je continuais mes petits jobs parce que très vite je suis devenu photographe à Paris. Mm-hmm. Je travaillais pour quelques canards, je faisais des portraits, voilà. Et puis je crois que dans le premier AD. Alors voilà, parce que ça, pour moi, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a eu un genre de bascule, tu vois, un tremplin? Quand même, 2000 est arrivé AD. Voilà, donc en fait, AD, c'est Architectural Digest, voilà, c'est un grand magazine. 10 ans après, il y a eu le premier AD en France, et il y avait une rédactrice en chef qui était assez géniale à l'époque, et qui a vu les photos, et elle était Denis Meyer. Donc, okay. Et qui m'a dit, Mathieu, je veux savoir qui est Nimière, repars de suite. Voilà. Et donc, ça a été finalement ta première commande. Voilà, ma première commande, vraiment. Et puis de là, on a découlé tout ce qui a été brutaliste. Alors, je trouve ça génial parce que maintenant, tout est brutaliste. Oui, c'est vrai. 20 ans après, tout est brutaliste. Et puis surtout, on veut voir le brutalisme dans le monde. Voilà. Mais du coup... c'est les modes, de toute façon, on le sait. Bien sûr, mais c'est génial parce que même dans le mobilier, on est dans le brutalisme. Tout le monde parle de brutalisme. Et comme j'ai énormément bossé avec Niemeyer. Derrière, j'ai écarté le curseur à Paulo Mendes da Rocha, à Marcio Kogan, à tous aux jeunes aussi, architectes. J'avais parce que je partais tout le temps, beaucoup l'hiver au Brésil. Tant qu'à faire, il y avait de la lumière là-bas. Voilà. Et tu continues d'ailleurs, non ? Et je continue toujours. Ouais. Toujours. Comme quoi, voilà. Et à une époque, j'avais moins de temps pour aller au Brésil l'hiver, tellement j'avais des trucs à l'étranger, parce que, je sais pas, à une époque, on a fait beaucoup de choses en Argentine. Il y a aussi un peu des modes, des fois. Ouais. À une époque, il y a eu beaucoup d'Asie. Là, on revient un peu sur l'Asie. On me demandait beaucoup de choses en Asie. À une époque, je me rappelle, avant les JO de Pékin, il y avait tout ce truc sur la Chine, énormément de Chine. J'ai vu la Chine avant qu'on dézingue la moitié de Pékin, des trucs comme ça. Bon, donc ça m'a... pardon, je t'interromps, mais en fait, il y a vraiment un travail d'historien aussi, presque. Le fait des allers-retours, le fait... Puis en plus, d'un coup, Shanghai était complètement tout poussé. Et puis, j'adore le décor en même temps. Ça... Je trouve qu'on le sent. Et d'ailleurs, tu vois, parce que tu fais toujours des portraits, même si on les voit moins, ou en tout cas, bon, moi je te connais depuis surtout India Madhavi, donc vraiment pour l'archi et le design. Et t'as fait même des très très beaux portraits d'India d'ailleurs. Mais c'est vrai que je trouve que dans tous tes portraits, en fait, on voit le décor. Comme si le sujet... Alors, c'est peut-être mon interprétation, mais comme si le sujet, c'était plus le décor presque que l'humain. Et finalement, on se rend compte que... Voilà, et il y a un vrai lien, parce que si le décor était désincarné, ta photo ne serait évidemment pas la même, il n'y aurait pas autant de beauté. Enfin, voilà... Donc je trouve ça sent, voilà. Et puis ça doit venir aussi de la Camargue. Enfin, tu vois, il y a ce décorum aussi camarguais. C'est un tout. Et en fait, en début 2000, juste après, j'adore le cinéma et j'étais très habité à l'époque, on va dire. Et j'adorais Wong Kar-wai. Et j'ai réussi. Mais c'est ce que j'ai vu sur ta bio. Voilà. Alors. Donc, tu as fait les photos du set
Voilà, de Sect de 2046, juste après In the Mood for Love. Mais comment t'as eu... Enfin, t'y as été au culot. Je connaissais le distributeur qui à Paris, qui était un mec génial. Le distributeur Jean Hernandez, qui est décédé maintenant, que j'adorais. Et Jean, il avait fait venir Almodovar, il distribuait Wong Kar-wai. C'était un mec génial, d'une grande culture, formidable. Et à l'époque, je lui ai dit, tiens, j'aimerais faire les décors, je trouve que c'est intéressant. Après, il a fallu hyper booster le truc, arriver, tout ça. Et là, je me retrouve à Hong Kong. J'ai attendu 10 jours dans une chambre d'hôtel. Arrête. Mais je sais pas si... J'espère que j'aurai encore la foi de maintenant faire ça aujourd'hui. J'ai attendu 10 jours que Wong me fasse venir en pleine nuit. Il y avait un staff de fou. Pour que je puisse accéder. Il y avait une telle attente sur le film. À l'époque, ça faisait l'ouverture du Festival de Cannes. Ah, oui. Mais d'ailleurs, quel film. Il avait détruit déjà un décor parce qu'il y a quelqu'un qui était rentré shooter sur place là-bas. Et donc, il ne voulait pas garder il voulait pas que ça fuite. Il voulait pas que ça fuite. Et on avait dealé ensemble. Tac, 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 tac. Et on avait shooté. Et j'avais shooté en pleine nuit. Et c'est grâce à ça que je suis rentré chez Vogue à l'époque avec Karine Rothfeld, qui adorait Wong Kar-wai. Everything happens for a reason. Voilà. et pour elle, c'était le père de Karine était producteur de films. Et elle adorait ce réalisateur. Et voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des sujets aussi autour du décor. J'avoue que le décor chez Wong Kar-wai, c'était une merveille. Mais c'est le personnage principal du film, en fait. Hein. Voilà. Dans tout son cinéma, bien sûr. Ouais. Il y a et la lumière et la couleur. Au disque, à la lumière, à la lampe, à tout. Il y a un travail de fou. Et c'était un bonheur pour un photographe. Et du coup, derrière, j'ai commencé à faire aussi de la photo de déco, d'archi, de design. Tout s'est entremêlé. Okay. Après, il y a un autre truc, c'est que dans un peu ma genèse, mes parents étaient des cintrés de baraque. Ah voilà, quand même. Ça, on va leur rendre aussi. Est-ce que j'ai le droit d'aller me rechercher un café, mais bien docteur? sûr, mais ouais, on fait pause, t'inquiète. Ouais, je veux bien, t'inquiète. Je fais pause. Donc, on a fait une petite pause. Là, ça marche? Ouais, ça marche. On a fait une petite pause café. Voilà, on a fait une petite pause café. Bon, en fait, pour revenir à l'histoire, c'est que j'avais des parents qui étaient un peu des fous furieux de la restauration de maisons, mais à nous faire vivre dans des travaux, quoi. On était à un très haut niveau. Tu dis t'as des frères et sœurs? Oui, un frère et une sœur. Ah, bah oui, tu parlais de ta sœur. Donc, ils allaient chercher des matériaux anciens, du carrelage, de l'autre côté de la Provence, de la Camargue. C'était toujours des histoires de fous, des cheminées anciennes, des années. J'ai trempé, j'ai grandi dans les travaux. Alors, c'est très contradictoire, cette petite affaire. On est quand même très contradictoire. C'est-à-dire, j'adore les belles maisons, je ne supporte pas les travaux. Bah évidemment, ça n'est pas contradictoire, c'est logique. Là, j'ai une petite croix sublime des années 50, orange, que je voudrais mettre. Même sortir un clou, ça me fait de la peine. Ah ben, je comprends. Donc, c'est quelqu'un qui va le faire. Ça te coûte, mais c'est un peu... Et d'ailleurs, ta signature photographique, c'est quelque chose de très... léché, parfait. Enfin voilà, il y a quand même propre, il y a la recherche de la ligne, vraiment, la couleur. J'espère que c'est quand même vivant, parce que j'aime pas trop la photo allemande ou. Non, alors tu vois, je trouve même que c'est plus vivant qu'avant. D'accord. Moi, qui connais ton travail depuis assez longtemps, j'ai vu une évolution. D'accord. Et je pense, notamment dans ta post-prod, dans ton traitement, tu vois, post-prod... Non, mais on va être honnête, on a eu
Mais c'était une mode aussi. On a eu 10 ans où ils voulaient du numérique à bloc. Voilà. Et plus personne n'a accepté de l'argentique. Au niveau Et donc voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Bien sûr. Et ça se ressent dans ton travail. Et ça se ressent et c'est évident. Et là, faut être très honnête, grâce aux jeunes photographes anglais, qui reviennent à l'argentique. À l'argentique, on a pu revenir à l'argentique et d'un coup, tous les magazines ont dit ah ben oui, quand même c'est bien. Et surtout pour la déco. Mais j'ai l'impression que, par exemple, bon là on parle un peu d'un truc d'initié, donc je suis désolée pour ceux qui connaissent pas forcément tout ce milieu, mais par exemple The World of Interiors, qui est un très très beau magazine, est-ce qu'ils n'ont pas toujours accepté le film eux, par contre, il me semblait. Toujours. Le film, donc l'argentique. Toujours, et c'était les derniers des Mohicans. C'est ce qui me semblait, voilà. Donc tu nous as expliqué un peu l'évolution, ce tremplin avec Vogue et ensuite AD Magazine. Et je pense qu'il y a quand même eu un moment aussi où on s'est mis à appeler Mathieu Salvin. À quel moment on appelle Mathieu Salvin parce que c'est Mathieu Salvin ? Ou est-ce que tu n'as jamais ressenti ça ? Moi, je le ressens en tant que... Tu vois, j'ai bossé de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai... Tu vois, moi, par exemple, India Madavi, je sais qu'il y a des moments, tu as shooté beaucoup de ses projets, même des portraits, comme on disait, et en fait, elle sait quand c'est un projet pour Mathieu. Moi, je pense que la notion... Alors, c'est dur de parler de soi là-dessus, mais je pense que... la notion de la couleur, elle est importante chez moi. Je suis quand même un photographe de la couleur. Ça, c'est vrai. Et que, si on veut quelque chose avec de la chaleur et avec... là, je viens de finir un projet, je crois que je peux le dire, pour Dior, sur la colle noire. Et ils m'ont dit, il nous faut de la chaleur, il faut qu'on sente l'été, il faut que ça vibre. Ils m'ont demandé ça. Je crois qu'ils ne sont pas du tout déçus. Est-ce qu'on peut même dire qu'ils sont très heureux, non ? Si j'aurais dit, vous inquiétez pas, ça va sentir de la cigale. Mais sans être... c'est hyper élégant. Honnêtement, je suis très, très, très... Je trouve il y a une atmosphère, voilà. Je suis pas... je pense que j'ai une signature qui est colorée, qui donne une atmosphère et qui... J'essaye que ce soit le plus cinématographique aussi. Beaucoup. Voilà. Une profondeur, d'ailleurs, une profondeur de champ. Beaucoup aussi. Et en même temps, sur certains projets, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'essaye qu'il y ait une espèce de modernité en même temps. Il y a une espèce de cross comme ça, un peu inconscient, où je veux que ça... Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu sexy. Alors c'est bizarroïde de dire un intérieur sexy. Non, c'est pas bizarre. Voilà, j'aime bien quand ça donne. Il y a un petit truc qui donne un peu charnel, un peu vibrant, un peu voilà. Ouais. Et là, tu parles de Dior. Est-ce que aujourd'hui encore, t'as le trac? Est-ce qu'il peut y avoir des moments mais bien sûr, mais heureusement d'ailleurs. Mais bien sûr, hier j'étais en shooting, je suis parti hier matin et j'étais super heureux parce qu'il y avait une lumière. Ouais, ça y est là. Hein, ouais. Allez, alléluia, on sent le printemps. Ouais. Mais c'est voilà, en plus tout le sol était rose. Voilà, et ça change la donne. Bien sûr, t'as le petit truc. Avant de rentrer sur scène. Bien sûr, je pense que il n'y a rien de pire que les gens qui se croient arrivés. Et la quête, elle ne sera jamais finie là-dessus. Et que ce soit un film, parce que comme je fais aussi de la réa maintenant, voilà, un film à 3 millions d'euros, un tout petit film, des photos à rien du tout, 2 photos, 10 photos, 6 photos, j'ai le trac partout.
À tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que c'est une histoire de comment on va rendre le truc le plus fun, le plus sexy, le plus chaleureux, et que ça soit pas lambda. Voilà. Et parce que donc il y a évidemment ce travail de commande, d'artiste, photographe. Et donc ton travail d'artiste aussi, parce que tu as beaucoup de livres. Et comment est-ce que tu arrives à faire je sais qu'il faut jongler parfois, c'est-à-dire que souvent les artistes peuvent être un peu frustrés de faire trop de commandes et en même temps tu es obligé parce que c'est ce qui te fait vivre, plus financièrement quand même que le travail artistique. Pas que, en tant qu'artiste, vendre des livres. Mais bon, c'est pas en vendant des livres que tu gagnes aussi bien ta vie, évidemment. Et quel est cet équilibre ? Est-ce que tu as trouvé cet équilibre qui te convient et comment tu répartis un peu tout ça ? Oui, parce que en fait, les livres, les projets personnels, je les fais plus sur le long terme. Donc là, par exemple, le Beyrouth moderniste qui est sorti en septembre. J'ai fait des allers-retours depuis 5-6 ans à Beyrouth. Donc tu ne te mets pas la pression sur le timing en non, fait. je ne mets pas. C'est très drôle parce qu'après, des fois, ça sort un peu ou même pas longtemps après. Ouais. Mais entre ça, les livres des décorateurs aussi que je fais. Et là, pareil, j'étais depuis 5-6 ans, même plus, sur des shootings sur la côte amalfitaine. Et je sors un livre en avril sur que des maisons incroyables de la côte amalfitaine, de Positano et tout ça. Maisons et hôtels aussi. Un tout petit peu d'hôtels, mais il y a surtout des maisons. Il y a les maisons de Clément qui est dingue, tout en saut de sas, de A à Z, qui a été fait dans l'époque. Il y a des maisons qui sont complètement sorties. On sait ce qui ont été restaurés dans les années 60 avec des sols hallucinants. Il y a des choses, je pense, très inspirantes. Voilà. Et alors, je vais parler un peu d'équipe, parce que je même t'en parlais tout à l'heure, que tu as eu à un moment une grosse équipe, tu me le disais avant de commencer, et que tu as un peu allégé. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'elle. On peut parler. Oui, bien sûr. Bon, on va parler de Françoise Agnello, qui t'a accompagnée pendant plusieurs années. Très longtemps. Très longtemps. Qui était un peu, c'est-à-dire elle protégeait tes intérêts, elle défendait tes intérêts. C'était elle qui gérait. Elle nous a quittés récemment, donc on a une grande pensée pour elle. On a une très grande pensée pour elle. Très très grande. Elle est là de toute façon avec nous depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est ça. Et en fait, je crois que tu n'as jamais eu d'agent. Si, t'as eu. T'as un agent maintenant ? J'ai aussi un agent. Alors, pardon, mais parce que pour moi, il était clair que c'était Françoise qui faisait finalement un peu ce job d'agent et que tu n'avais pas besoin d'un agent en plus. Non, mais en fait, pour Françoise, elle gérait un peu tout à large, mais si, bien sûr que j'ai un agent. J'ai un agent qui gère tout ce qui est publicitaire, parce que la publicité, parce que mais rigoureusement la pub, voilà. Pour le luxe. Okay. Pour le luxe, parce que le luxe, c'est tellement particulier à gérer, c'est une grosse machine. Donc quand tu fais par exemple des campagnes de Louis Vuitton objet nomade, ça passe par ton agent. Ouais, carrément, parce que il faut, parce que c'est tout ce qui est luxe, c'est tellement particulier de bien gérer ça qu'il faut que ce soit étayé correctement. D'accord. Voilà. Et que moi, je ne suis vraiment pas capable. Et que, voilà. Oui, comme ça, au moins, c'est géré. Et puis, parce que ça, alors là, pour le coup, les contrats, les cessions de droits, etc. Tout ça, les contrats, les cessions de droits. Et même les marques en ont besoin pour avoir, tout ce qui est préparation, la coordination, bien sûr. Et toi, ça te permet de ne pas gérer ça, parce que c'est énormément de boulot, en effet. Parce qu'il y a des marques où je fais que les photos, il y a des marques où je fais les photos et les films, il y a les marques où je fais tout ensemble, des marques où je fais que les films. Et puis quand c'est de l'autre côté de la planète, où on doit envoyer beaucoup de choses, c'est un truc. Et donc ça, ton agent, c'est la même personne depuis quelques années. Longtemps. Voilà, depuis quelques années. Qui est dans le sérail et qui connaît très très bien ça. Et alors donc, tu avais cette équipe vraiment rapprochée, donc avec Françoise, et puis avec aussi des assistants qui travaillaient pour toi à plein temps, avec toi à plein temps. Quasiment. Et en fait récemment, j'ai réduit parce que
c'est aussi une espèce, déjà en termes de volume, c'était un peu trop lourd. Bah, c'est-à-dire que tu deviens manager. Voilà. Puis c'est gérer tout. Et d'un coup, c'est comme si je me recentrais un peu sur la photo actuellement. C'est-à-dire, j'ai envie d'être beaucoup plus léger. Par mission, et de travailler, d'être beaucoup plus sur ma photo. Donc j'ai presque, voilà, et de pas m'angoisser si je suis pas un retoucheur qui a pas les photos de l'autre côté quand je suis au fin fond, de l'autre côté de la planète ou des choses comme ça. J'ai moins envie d'une machine de guerre. Ouais. Voilà. Donc, et d'être un peu plus doux avec moi-même aussi. Ouais. Et donc, voilà. tu vois, finalement, tu te sens presque plus libre aujourd'hui que quand tu as commencé. Voilà. Voilà. J'ai envie de ça surtout. J'ai envie d'être recentré sur ma photo, d'avoir moins de pression. Genre le chiffre, parlons-en, bien sûr. Et je veux être sur mes images, voilà. Et sur la qualité, voilà. J'ai vraiment envie d'être sur la qualité des images, avec mon labo, et pouvoir même me retrouver comme au début où j'allais voir mon labo. Ce plaisir finalement parce qu'à une époque quand même, il y a une époque où tu allais au labo, tu rencontrais tous les photographes, tu voyais, tout le monde se congratulait un peu. C'était plus sympa, hein, honnêtement. Maintenant, tout le monde est devant son ordinateur. Alors, tu vois les gens dans les festivals, mais c'est pas... Dans les vernissages aussi. Mais c'est pas... Je me rappelle, moi, je croisais des gens que j'adorais. J'ai vu ce que tu as fait là. C'était plus amical, plus chouette. Tu sens qu'il y a un peu plus de compète finalement qu'avant. Ouais, ou je sais pas, c'est de la compète, mais il n'y avait pas de point de rencontre. Il n'y a plus de point de rencontre. Il y a plus de. C'était plus sympathique. Moi, je me rappelle, on avait les mêmes tireurs ou certains et ils tiraient pour une photographe, pour une copine photographe. C'était beaucoup plus dans des tons froids, bleutés. Moi, il me faisait venir du Fujiflex de New York. C'était un papier qui claquait très saturé, beaucoup plus saturé. Il me faisait venir de New York, ça coûtait bien cher à l'époque. Et ça me donnait des couleurs bien belles. Il tapait un peu avec du jaune. Ça me donnait des trucs très et j'avais vraiment mon identité par le papier et tout ça à l'époque. Je crois que même ce papier il n'existe plus alors maintenant, parce que l'autre jour j'en ai parlé avec quelqu'un. Voilà. Et voilà, donc au labo tu croisais, tout le monde tirait ses images et tout ça. Alors je reviens un peu sur tu vois, tu parlais d'argent et de pression finalement du chiffre, etc. Y a, donc en fait un photographe en général, tu as plusieurs niveaux de rémunération, c'est-à-dire qu'il y a ça peut être la journée de shooting en elle-même, il peut y avoir des frais techniques, etc. Et la session de droit. Et la session de droit peut être ensuite renégociée parce que tu peux la déterminer pour un territoire défini, ou tu peux aussi la donner pour une durée limitée. Et donc après, les personnes peuvent racheter les droits. C'est que durée normalement limitée. Alors les gens ne comprennent pas trop ça parce qu'ils demandent des fois des durées illimitées. Mais tu es obligé de le limiter. En fait, c'est obligatoire légalement, d'être limité. Sur le légal, ça n'existe pas illimité. Exactement. C'est-à-dire que le droit d'auteur est fait comme ça, et c'est plutôt pas mal qu'en France. C'est différent, je crois, aux US. En France, le droit d'auteur est quand même encadré, surtout à notre époque avec Instagram, qui est en train de mettre un espèce de blur, de flou sur tout ça, et surtout sur les nouvelles générations qui comprennent pas ça. Encore plus, moi, je trouve, sur dans la déco, où les gens, comme des fois c'est chez eux, ils ont l'impression que les droits leur appartiennent. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est la photo, on parle de photo. Voilà, leur décor, il leur appartient, c'est chez eux, c'est du dur, machin. Donc il y a une espèce de faux semblant et en fait, c'est culturel, ils ne connaissent pas. Faut leur expliquer. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et donc ça, c'est Françoise qui faisait ça pour toi. C'est Françoise qui faisait
maintenant, tu fais comment ? Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui check tout ça. J'ai un super avocat, Voilà. j'ai une équipe, voilà, mais moins à résidence, on va dire. Et tout est voilà. Est-ce que tu es obligé, parce que ça peut arriver par exemple que quelqu'un, enfin j'en sais rien, mais que quelqu'un utilise tes photos alors qu'ils n'ont plus les droits par exemple, et donc est-ce que tu as quelqu'un dans l'équipe qui est au taquet, qui check tout ? En général, je le vois assez rapidement. On le voit assez rapidement. En fait, ça remonte facilement, ce truc-là. Il y a ça, et puis tout ce qui est marque, ils font très attention. Ça, oui. Je parle pas mais trop on parlait pas de... Ouais. Oui, mais en fait, tu le vois très rapidement. Maintenant, c'est très respecté quand même aussi, le crédit, crédit, très respecté. etc. Hein, c'est très respecté. Et alors justement, donc c'est toute cette question de la propriété intellectuelle, je me demandais aussi aujourd'hui, avec Instagram déjà, où normalement Instagram te dit qu'ils sont propriétaires des photos, enfin, c'est-à-dire que tu perds presque, voilà. Du fait que tu le mets sur Instagram. Sur Instagram, donc il y a cette première dimension. Mais aussi avec toute cette avancée de l'intelligence artificielle. Moi, j'y suis très réfractaire encore. J'en parle un peu de plus en plus dans mes interviews. Et donc, je me demandais, est-ce que toi, tu vois ça comme un danger ou comme une opportunité ? Alors, je suis très double là-dessus. Ouais. Parce que, quelque part, l'intelligence artificielle... Pour l'instant, je vois tellement les grosses ficelles. Et en fait, c'est tellement mon anti-esthétique. C'est-à-dire, ils ont des peaux en plastoc et des cheveux de kawaii, là. Voilà. Bon, voilà. Pour l'instant, le jour où ça... Alors ça, c'est pour le physique, pour les gens. Pour les portraits. Le jour où ça va être tellement bien fait... où tu n'arrives plus à savoir si c'était de la 3D, si les profondeurs de champ, le jour où ils vont arriver à mettre du raw, du brut, de la matière, de la vie. Là, voilà, là, ça va être... Mais je pars du principe, un peu comme la presse, qu'il va falloir monter en haut de gamme. C'est-à-dire que les magazines, sur le long terme, ils vont besoin d'être beaucoup... Il va falloir faire des objets qu'on garde et qu'on ne jette pas sur le papier. Tout à fait. Voilà. Et qui soient... des objets et sur l'écrit. J'insiste aussi sur l'écrit. Sur le contenu comme sur les images. Que ce soit d'un très bon niveau pour le garder. Et pareil sur la photographie, c'est-à-dire qu'on pourra traficoter, avoir des sublimes images. Après, le print que tu voudras chez toi, la photo ou le photographe, la sensorialité tant qu'elle sera là. Voilà. Et puis quelque part, on y revient toujours, parce que je vois que moi, le premier, j'ai des vinyles à la maison. J'avais des CD à une époque. J'avais du MP3, du machin, nanana. Et puis finalement, je me suis acheté une bonne platine. J'ai récupéré les vinyles de mes parents, de John Baez et de machin. C'est ça, Voilà, et ça m'éclate, et ça grésille un peu, et je suis heureux. Et il y a de la vie, quoi. Donc, je ne suis pas à baisser les bras. Le truc, c'est que sur la quantité, c'est vrai que ça peut, sur des trucs un peu chipouilles, ou je ne sais pas, ça peut voilà. Mais je trouve ça très intéressant que tu dises finalement, il faut continuer à monter en gamme. Et c'est même, enfin, moi, je vois les artistes avec qui je peux travailler, ils sont toujours de... monter, évidemment, mais finalement aussi de plus en plus de singularité. Tu vois, je trouve que ça renforce aussi la signature personnelle. T'es obligé de te bouger. Hein. Exactement, moi, je pense parce qu'il y a tellement de concurrence dans tous les milieux artistiques aujourd'hui que tu es obligé d'aller de plus en plus dans des niches et de vraiment... Voilà. Complètement. Et il y a du boulot et faire la différence. Et faire la différence et... surtout le moins suivre les autres et être très voilà et voilà, mais après un portrait reste un portrait, un lieu qui est bien photographié où il y a voilà, il y a un moment donné tu auras beau mettre des caméras partout, des systèmes, je sais pas, des systèmes Star Wars pour faire un appartement.
Voilà. Là, c'est pareil, tout le monde veut se mettre au film. Je trouve qu'il y a film et film. Ouais. Voilà. Film, donc l'argentique. Voilà. Pareil. Et aussi. Et vidéo, tu veux dire. Pardon. Autant le film. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs sur l'argentique, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui veulent faire un peu des trucs argentiques, mais la lumière, ça va pas trop tard. C'est une technique hallucinante. De toute façon, en numérique aussi. C'est une technique et tu peux te planter bien aussi. Si t'as pas la lumière à l'argentique, c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus de pression pour un travail de commande, en l'occurrence. T'as intérêt à être déjà. Et alors, en niveau, plus, pour les marques, quand ils veulent que ce soit bien, quand tu vois bien le produit, avec l'effet argentique, t'as tout un espèce de contradiction qui est un peu particulier. Maintenant, pareil pour le film bouger. Vidéo, donc, le film bouger. Moi, dès qu'on m'a demandé d'en faire, en fait, j'aime en faire, mais quelque part, je voulais pas faire du film de photographe. Et du film de photographe, j'ai vu des campagnes faites par des vidéos faites par des films par des photographes. Et je trouvais que c'était très très banal. Et un film, il faut que ce soit un peu scénarisé. Il faut que ce soit à minima, même pour des vignettes, que ce soit un peu écrit, que ça raconte quelque chose. Donc c'est là, toi, que tu as vraiment cette vision. Et le truc que j'ai fait à Palm Springs, le truc que j'ai fait dans des châteaux, les campagnes, les machins, tout ça, ça a été hyper travaillé en amont. Et tu peux pas. Et alors maintenant, il y a tout le monde, même avec son téléphone, pense qu'il peut faire des choses et tout ça, mais tu tombes dans le vortex de tout et n'importe quoi, et il n'y a rien d'intéressant, voilà. Et voilà, c'est juste. C'est de la consommation. C'est de la consommation. C'est comme la chanson au maître. Alors, on ne sait pas, en plus, cette surconsommation, on ne sait pas les tenants et les aboutissants, mais il va y avoir quelque chose, me paraît qu'à un moment donné, il y aura une rupture. Moi, je sais pas, 10-15 ans, moi, j'ai pas d'enfants particulièrement, mais déjà, je vois des jeunes qui sont... Alors, mais tu sais, déjà, moi j'ai notamment une belle-fille qui a 18 ans, et elle, par exemple, elle n'achète rien de neuf pratiquement. Enfin, vraiment, voilà, son c'est truc, pareil. c'est que du second-hand, tu vois, c'est parce que justement, pas de volonté de consommer. Ça peut arriver, mais vraiment, et c'est... Bon, alors le monde est tout dans le contraste, mais pareil, moi j'ai des neveux qui, à l'inverse de moi d'ailleurs, on fait des études hyper cotées, finalement finissent dans des fermes bio en Allemagne à travailler et prennent le train et font hyper gaffe, et puis il y en a d'autres qui commandent du Shine par carton entier, et on va se retrouver, mais je pense que de toute manière on arrivera d'ici pas longtemps même. Je pense que 10-15 c'est peut-être même presque trop tard. Mais parce que je vois des réactions ce qui est plutôt sain finalement. Même, c'est un peu les réactions même du comportement humain. On le voit là, par rapport à toutes les histoires qui arrivent actuellement socialement, de rapports humains. Je ne vais pas rentrer dans le MeToo, mais voilà, dans le rapport humain, ça va très vite chez les jeunes. Hein. On voit très très vite comment ils fonctionnent. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, il va falloir penser à autre chose aussi. C'est clair. Je suis architecte, jeune architecte, et j'ai envie de travailler avec Mathieu Salvin. Est-ce que c'est possible, ou est-ce que Mathieu Salvin, surtout c'est possible. Tant qu'il y a de l'argent. Non, mais c'est pas, c'est pas ça. En fait, pourquoi je te pose cette question ? Parce que je pense que tu as quand même. C'est génial. Go. Mais je pense que tu as une image un peu impressionnante. Ouais, pour certains, mais tu vois, t'as une grande notoriété, voilà, et tu travailles avec les plus grands, etc. Et donc, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, par exemple, que tu me dis si c'est génial, go. Ok, donc qu'est-ce qui fait que tu choisis un projet ? Mais moi,
Si une personne a un talent de fou, que ça ressemble pas du rank Xerox, qu'il a une singularité, on en parlait tout à l'heure, qui fait pas les mêmes couleurs que tout le monde, qui fait pas une ressucée d'un tel, c'est pas du Pinterest, et ben je dis yes. Et des fois, et ça arrive, tu as les yeux qui s'écartent, tu fais ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. Et d'ailleurs, 3 ans après, 4 ans après, tu les vois, ils sont dans les plus grands supports, voilà. ils signent, voilà. Il n'y a rien de pire que les Reddit d'un nouveau qui arrive et que la proposition ressemble à un truc qui a déjà été vu et revu et revu et revu. Donc, concrètement, et surtout pas suivre les tendances. Ouais, c'est clair. C'est qui est déjà un mot horrible en plus. Mais donc, voilà, concrètement, on te contacte et on t'envoie un peu des photos de repérage un peu et tu dis oui, non, voilà. Et puis voilà le tarif. Mais moi, j'adore collaborer avec des gens qui ont un talent de dingue. Et même, c'est la base de mon travail, d'être toujours curieux, d'être toujours les yeux bien ouverts. Et alors c'est sûr que je vais pas prendre tout. Mais tu peux pas, de toute façon, t'as ton planning, etc. Mais c'est génial de trouver des pépites. Voilà, et il y en a. Ouais, il y en a. Ah, j'en connais aussi. Voilà, il y en a, et comme ils disent au Brésil, valait la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour tout le monde. Alors, je refais ce petit lien avec le Brésil. Donc, tu parlais évidemment d'Oscar Niemeyer et à quel point il a été finalement un mentor pour toi. Complètement. Est-ce que toi, tu te sens pouvoir être mentor aussi ? Est-ce que tu as envie, toi, de transmettre autant ? C'est pas forcément, mais c'est vraiment une question que je me posais. Est-ce que, tu vois, voilà, s'il y a quelqu'un... Alors, c'est drôle parce que finalement, on l'est malgré soi. Ah, c'est joli ça, c'est vrai. Parce que j'ai eu des retoucheurs au bureau, des assistants. Et je faisais pas spécialement attention parce que je suis dans ma tambouille du matin au soir. Et 6 mois après, j'ai mon retoucheur qui me dit « Alors, je me suis fait faire une banquette, je suis allé au marché de Saint-Pierre. » Et quelque part, ça m'éclate. Et puis, je pense que de toute façon, la transmission, c'est surtout moi avec Niemeyer qui a été comme ça. Bon, lui, il avait quand même une aura de maestro. C'est encore autre chose. Quelqu'un qui arrive avec un feutre, qui arrive, qui t'explique, qui te fait rêver, qui te fait un corps de femme, qui te qui te dit la courbe des femmes, qui est amoureux des femmes, qui après te parle d'un pain de asuka, tu l'as devant toi parce que à Copacabana, de son building, de ce chez lui, tu le voyais, le pain de asuka, il te dit la courbe de la plage, t'es devant Copacabana, une des plus grandes baies au monde. L'observation. Voilà, l'observation et tout ça. Voilà, il y avait une vraie dimension. Voilà, ça c'est encore un maestro, c'est vraiment un maestro. Je ne sais pas si ça existe encore à notre époque. Et je ne sais pas si les gens, en plus... Ils seraient réceptifs. Ouais, et je ne sais pas même si dans la manière de vivre... je passe pas ma vie dans les facs, dans les masterclass et tout ça. S'ils ont cette espèce d'aura... comme ça, avec du douente, à emporter quelqu'un, à emporter, à faire en faire des écoles ou à en faire qu'on appelle ça, des carrières, voilà. Et c'est vrai que y a rien de plus beau que des gens qui ont du panache, qui ont du bagou, qui te font vibrer, les choses qui ont du panache, ça peut créer des vocations géniales. Et en fait, il y a un truc dans la vie qui m'est arrivé une fois. C'est à une époque de ma vie plus jeune. Ça rejoint un peu cette notion en Espagne de alegría de vivir. La joie de vivre. La joie de vivre. Il n'y avait pas une année pour moi sans carnaval, c'était pas une belle année.
Je veux dire, j'ai tellement aimé la musique, la danse, la création brésilienne, cette manière des designers brésiliens de me raconter, Sergio Rodriguez qui me montrait ses meubles, machin. Et j'ai tellement été autodidacte. Et une fois, il y a un magazine qui s'appelle le W Magazine, voilà. Et ils me font faire, je ne sais pas pourquoi, ils me font faire un sujet au sud du Brésil qui s'appelle Blonde Brazil, qui était sur les tops brésiliennes, à l'époque de Gisèle Bündchen et tout ça. Bref, et je me retrouve, je ne sais pas pourquoi, dans le sud du Brésil, et voilà, on fait tout un truc avec les filles qui viennent de là-bas, où elles habitent. Bon, on fait toute une histoire. Et c'était le début du carnaval de Rio. Et je rentre à l'hôtel. Et là, il y avait le carnaval en direct. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là dans le sud du Brésil? Pourquoi je ne suis pas à Rio? Alors que tu étais en plus au Brésil. En plus que le cœur qui battait la chamade, j'avais envie de crever, autant dire. Et là, à un moment donné, il y a une des plus grandes, je crois que c'était Mangueira, une des plus grandes écoles de samba qui rentre dans le Sambadromo, filmée de toutes parts. Ouais. Bon, en plus, il faut savoir que l'école de samba, t'as les sublimes filles qui sont devant avec les plumes, qui sont des filles à tomber. Derrière, t'as la batucada, derrière, t'as le mec, derrière, t'as des groupes comme ça qui passent des groupes qui passent avec des thèmes de costumes. C'est tout un rite, il y a des codes, c'est noté, chaque école est notée. Il y a des thèmes, chaque année, chacun fait sa musique, sa samba, qui est présenté en début de carnaval de son école, et ça doit devenir un tube et tout ça. Et au milieu de l'avenida, à un moment donné, en plus il y a les feux d'artifice pour chaque école, à un moment donné, la batucada, c'est-à-dire la musique, part en transe, très très haut, et le gars de Globo à la télé dit « Agora, maintenant, est apothéose da Sapucaí ». Apothéose da Sapucaí. Ça veut dire on est dans la plus haute vibrance, dans la danse, dans le chant, dans la joie. Et là, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, dans ta vie, où ce terme apothéose a existé. Voilà. Oh waouh. Ok, moi j'ai les poils qui sont dressés comme ça sur les bras. J'y suis, je rentre, j'écoute de la samba. C'est félinien. C'est félinien. Tu dis dans quel monde la joie, la danse, la musique, le rythme, la beauté te dit c'est le climax. C'est ça, climax. Apothéose. Alors tu vois, là, tu as déjà écouté le podcast, donc tu sais, je termine toujours par un dernier mot. Ben, je crois que tu l'as. Hein. Ce dernier mot, ton dernier mot, c'est ça, non? L'apothéose. Très beau. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, c'était un bonheur. Oh, merci, moi aussi. Au revoir. Alors, on avait éteint tout le matos et puis je l'ai rallumé parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai demandé à une personne qu'on connaît très bien, toi et moi, qui est Alexandra Sénès. Alexandra, donc j'ai travaillé avec elle de 2006 à 2009 quand elle a monté sa société d'événementiel, communication, etc., en quittant le magazine Jalouse, dont elle était rédactrice en chef. Et toi, tu la connais depuis très très longtemps, Alex, aussi. Et je crois que vous avez des projets ensemble. Ah ouais? Ouais. On n'en parle pas parce que c'est en cours, mais... Et en fait, je lui ai demandé, avant de venir te voir, je lui ai demandé si elle avait une question à te poser. Et donc, elle a posé une question. Oh merde. Parce que quand même... Et donc, ça va être c'est une petite question subsidiaire, en fait, que je vais rajouter en bonus après cet entretien. Et alors, donc je vais essayer de le mettre sur mon téléphone et je pense qu'on l'entendra. La question, ça va être, toi qui trouves une photogénie au fauteuil tapissé de bouclettes blanches, qu'est-ce que tu penses de la photogénie de la Santiago, de la cagole arlésienne? Voilà, ça c'est ma question.
Donc en fait, c'est toi qui aimes la photogénie des fauteuils tapissés en bouclettes blanches. Que penses-tu de la Santiago, de la cagole arlésienne? Alors, pour la trouve, personnellement, je suis pour la Santiago de la cagole arlésienne. J'assume à 10 000% la cagole arlésienne et qu'elle danse sur Joby Joba sur la table. Et je suis très heureux comme ça. Et la bouclette blanche, ça va plus être possible, c'est docteur. C'est plus possible, en fait. Ouais. Alors, si vous voulez dézinguer la bouclette blanche, vous achetez un jean brut. Ah ouais. Vous transpirez, vous faites... Ou vous traversez tu vas sous la pluie. Sous la pluie. Vous dites rien, vous vous asseyez sur la bouclette blanche, votre canapé est dézingué en 2 coups de cuillère à peau. C'est clair. Votre mari vous demande de garder ce canapé en bouclette blanche. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Alors, c'est assez... En fait, cette question, pour moi... D'abord, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai écouté au début, tu sais, je l'écoutais, elle me dit... comme elle a vraiment articulé, elle dit la photogénie. Et donc, moi, j'ai pas pensé à la photogénie, le fait que ce soit photogénique. J'ai pensé une photogénie, une photo géniale. Ah. Et donc, c'était drôle parce que je me suis dit, tiens, ouais, ça parle bien, tu vois, à Mathieu. Et finalement, moi, je l'ai interprété aussi comme... Finalement, c'est tellement le photographe qui va rendre le sujet beau. Tu vois, c'est pas le sujet qui compte tant que ça, d'une certaine façon. Ça l'est, mais tu vois, par exemple, tu peux avoir des photos de, je sais pas moi, de détritus magnifiques. Non mais bien tu sûr. Vois, ça peut aussi on peut aussi. Au-delà du sujet, voilà, ça va être au-delà du sujet, si ta bouclette blanche, je sais pas si on le donne à comment elle s'appelle la photographe américaine. Sarah Moon. Non. Moi je pensais à la photographe américaine. Annie Leibovitz. Non, même pas. Moi j'étais encore pire, plus wild. Moi il fallait du wild. Là. Il fallait un peu le salir. Donc je pensais à Nancy Sherman. Voilà. En plus, j'ai un ancien assistant qui est génial, qui l'assiste derrière. Ah, génial. Et je pense qu'elle, en clair-obscur, un matin, avec des trucs pas possibles autour, la bouclette blanche, elle passera. Mais que comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Tout est dans le talent, certainement. Oui. Tout et est dans le talent. Même du bon goût, parce que tu sais, tu parlais vraiment beaucoup tout à l'heure aussi des modes qui peuvent passer, notamment en archi-design, etc., autant que dans la mode, pour le coup. Donc vraiment des courants, des influences, des choses qui reviennent. Là, en ce moment, on revient à fond aux années 90, et finalement, on va le sentir un peu partout. Ça commence par les vêtements, mais après, ça se distille dans tout l'art du vivre. Moi, c'est marrant, parce que cette histoire de bon goût, mauvais goût et tout ça, moi en fait c'est un truc, c'est un peu mon mantra actuellement, c'est que tout est question d'équilibre. Et en fait mais je le mets aussi dans le mantra comme un peu dans un état d'esprit dans ma vie, parce que quand j'écoute le matin la radio, quand je vois un appartement, tout est question d'équilibre. En fait, un truc méga kitsch, mais avec, je sais pas, le bon détail qui twiste le truc peut être... C'est comme quand Catherine Deneuve, on avait dit, on a toujours besoin d'une robe de... panthère. Ça dépend comment est la panthère, ça dépend comment tu le portes, ça dépend, et ça peut être divin. Et en fait, c'est cette histoire aussi de zone grise qu'on veut plus voir actuellement, qu'on veut plus, où tout part en buzz, où tout part. Et je pense que l'équilibre, ça va avec la diplomatie aussi, que je trouve qui se perd énormément. L'équilibre est un mot qui a une notion que je garde beaucoup quand les gens deviennent dingues, quand des choses comme ça, il faut leur montrer qu'il y a de l'équilibre. Et c'est peut-être un art de vivre, ça. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser.
Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.